Dans cette table ronde, on va reprendre des éléments qui sont soumis à la contestation, si je puis me permettre, de notre cher Frédéric Blachon, puisqu'il a su, comment dirais-je, dès le départ, comment dirais-je, mettre sur la table des choses qui sont contestables et contestées, je veux dire. Mais en tout cas, merci pour l'introduction, Frédéric. Et puis, nous allons enclencher directement avec la notion d'Occident. A-t-elle encore un sens? Je prendrai la question un peu différemment. Je dirais plus exactement, ce n'est pas d'aujourd'hui que l'Occident est considéré en déclin. Revenons donc, puisque je reviens là souvent aux propos d'Oswald Spengler, qui écrivait tout ça très bien au début de la guerre mondiale, juste avant, et puis jusqu'à la fin, et pour publier finalement un article, un volume, pardon, pas 2 volumes complets sur le déclin de l'Occident. C'était une époque où c'était la première partie du XXe siècle, où évidemment les choses n'étaient pas vues comme ça partout, au contraire. Ce qui est intéressant dans la pensée de Spengler, c'est qu'il dit les civilisations sont des organismes vivants. Ça, c'est intéressant. On pourra peut-être revenir là-dessus. Alors que, et il dit, il y a une conception figée qui fait que l'Occident considère qu'il est né au moment de l'Antiquité, puis qu'après, il est arrivé enfin, avec le monde grec dont tu as parlé, Frédéric, puis le monde romain, puis après la civilisation médiévale, puis l'Église, y compris l'Église catholique, puis après les temps modernes, et puis effectivement les temps modernes qui arrivent jusqu'à aujourd'hui, où on parle encore d'une fois, alors non plus du déclin de l'Occident, mais la défaite de l'Occident, comme ça a été évoqué par Emmanuel Todd dans son dernier livre. Je dois dire que on pourrait aussi reprendre la phrase de Valéry, la fameuse phrase de Valéry, dans son discours d'entrée à l'Académie. Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Est-ce que c'est un organisme vivant? Est-ce qu'il se refait? Est-ce qu'il se remet en place? Est-ce qu'il a comment dirais-je, une vie sinusoïdale? Vous remarquerez quand même une chose. Je me souviens que quand j'étais jeune étudiant, puisque j'étais passionné d'histoire, moi je suis arrivé finalement dans le droit par hasard, par les effets de la vie, mais quand on me demandait petit ce que je voulais faire, je disais toujours professeur d'histoire. Je rêvais de faire l'ENS et d'enseigner l'histoire telle que je l'avais apprise dans les Malais Isaac. Bon, je suis un peu daté, mais enfin c'était ça. Et donc, si vous voulez, à cette époque-là, souvent, on pensait à une histoire linéaire, avec finalement la conception d'un monde qui allait progresser. Ce qui n'était pas forcément qu'une idée occidentale. Il y avait aussi, comment dirais-je, les pays en développement qui avaient, comment dirais-je, acquis leur indépendance, qui pensaient à cette linéarité. Et puis maintenant, on est dans un monde, à un moment donné, j'ai pensé qu'on était un monde circulaire, parce que quand on a vu l'effondrement de l'Union soviétique, on a vu la renaissance de tous les pays qui existaient avant comment dirais-je, l'effondrement de ce bloc. Maintenant, je dirais que pour moi, on est plutôt, et c'est ce que je veux éprouver, on est dans un monde, une sorte d'ellipse. Je ne suis pas aussi sûr que l'on soit dans un effondrement total. Je pense qu'il y a des ellipses. Et puis, dernier point, et après je donnerai la parole aux intervenants, bien sûr, qui ont plus de choses à dire que moi. On retrouve, ce qui est intéressant, c'est qu'on est critiqué pour nos valeurs, mais si vous regardez, puisque moi je suis un homme de l'ONU, comme l'a très bien relevé Frédéric Blachon, si on regarde bien, que ce soit dans l'organisation, comme par exemple les organisations africaines, ou encore l'Organisation pour la coopération du monde islamique, l'OCI,
pour que ce soit à l'ASEAN, je ne suis pas sûr qu'ils reprennent seulement nos valeurs. Ils ont des valeurs. Alors, est-ce que c'est parce que les politiques de ce moment dans ces pays-là, ça les arrange de dire que les valeurs sont les nôtres et les leurs ne sont pas les mêmes, ou plus exactement pour fonder leur autocratie? Je me pose aussi la question de ça. Donc voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui était un peu, comment dirais-je, complémentaire, si j'ose dire, de ce qu'avait dit Frédéric Blachon, beaucoup moins bien, c'est sûr. Mais maintenant, nous allons passer aux intervenants. Et puisque, justement, on a eu cette opinion très intéressante de Frédéric, je voudrais aller vers Benoît Daboville. Benoît Daboville, alors je ne sais pas si on peut vous appeler monsieur le conseiller maître ou monsieur l'ambassadeur, ce que vous préférez, mais vous étiez conseiller maître, je me souviens, à la Cour des comptes, et c'est finalement le grade le plus élevé des fonctions que vous avez pu exercer. Donc, conseiller maître à la Cour des comptes, ça veut dire qu'on a une vision, certes financière, mais on a aussi une vision stratégique. Mais enfin, stratégique, l'ambassadeur Daboville l'avait déjà quand il était au ministère des Affaires étrangères, puisqu'il s'est consacré au Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay, il a été sous-directeur du désarmement, il a fait plusieurs postes dans sa vie professionnelle, ambassadeur à Prague, à Varsovie, au moment justement où tout ce monde bougeait. Et puis il s'est retrouvé à l'OTAN. Et cette expérience de l'OTAN, à mon avis, était extrêmement importante dans votre carrière, mais aussi actuellement, on continue à voir que l'ambassadeur Daboville s'intéresse toujours à la vision stratégique, puisqu'il est vice-président de la Fondation pour la recherche stratégique, professeur associé à Sciences Po, où il anime justement un séminaire consacré à l'OTAN. Et puis il écrit dans la Revue de la Défense nationale. Et pour aller, je dirais, sur les problèmes de société, certainement, mais pour aller vraiment au cœur du sujet, l'ambassadeur Daboville a écrit cet été, dans la revue Commentaire, je peux même citer d'ailleurs le numéro de la revue si vous voulez, c'est Commentaire 24, numéro 186. Il a écrit un article qui s'appelle, et c'est pour ça que je le fais parler en premier, Les billevesées d'Emmanuel Todt. Donc, sur ce point, je veux vraiment l'entendre, sur ces billevesées d'Emmanuel Todt, et puis aussi sur les autres concepts, dont celui de l'Occident, qui est effectivement un concept qui peut être disputé, déchiré, voire, etc., tous les éléments. Vous avez la parole, monsieur l'ambassadeur, monsieur le conseiller maître. Moi, je suis sensible à la fonction magistrale, vous comprenez. Merci beaucoup. Je crois qu'on doit féliciter l'ICES d'avoir mis à l'ordre du jour un vrai débat sur l'Occident, un concept disputé, comme vient de le souligner le général Blachon. Je crois qu'on a rarement parlé autant en France et en Occident du problème de l'avenir de l'Occident face à la recomposition du système international, avec la montée de la Chine, avec la crise ukrainienne, etc. Alors, au départ, il y a naturellement l'angoisse vis-à-vis du déclin de l'Occident. C'est le général Blachon et on vient de rappeler le Spengler en 1922. Mais je ne voudrais pas manquer de souligner que vous avez reçu ici même, à l'ICES, Olivier Todt. Et comme on vient de le rappeler, moi je suis totalement en désaccord avec Olivier Todt et je considère que c'est pas sérieux ce qu'il raconte. Mais quand il écrit « Nous assistons à la chute finale de l'Occident », je pense qu'il a tort et qu'il rend un mauvais service au débat qui est réel sur la recomposition du monde, le fait que les forces internationales se modifient et que nous avons face à nous le devoir de nous adapter pour continuer à défendre nos valeurs. En même temps, vous avez rappelé que j'ai été à l'OTAN. Or, s'il y a quelque chose qui est apparu très nettement avec les conséquences de l'invasion russe en Ukraine, c'est un retour du concept occidental.
parce qu'il n'y a pas seulement l'OTAN qui défend la souveraineté de l'Ukraine, mais il y a aussi un certain nombre de pays qui, sans être dans le monde géographique de l'Occident, soutiennent également le maintien de la souveraineté ukrainienne. Et puis, il y a à l'inverse la contestation diplomatique et politique de la Chine et de la Russie qui contestent la place de ce que Poutine appelle l'Occident collectif. C'est une expression intéressante parce qu'elle nie le fait que l'Union européenne a un rôle international. C'est l'Occident collectif. Bon. Et en face à un Occident que je considérerais comme fantasmé. Bon. Alors, comment réagir? Alors, je crois que le premier point, c'est de rappeler que le concept d'Occident change suivant les interlocuteurs et les périodes. Le concept d'Occident va varier en fonction de l'endroit où vous vous situez. Alors, pour les Européens, il est très clair que l'Occident, c'est trois choses. La première, c'est l'alliance avec les États-Unis. C'est le concept euro-atlantique ou transatlantique qui souligne une appartenance commune et des intérêts communs. Alors d'abord, à l'époque de la guerre froide, c'est naturellement contre le pacte de Varsovie. Et puis ensuite, quand le pacte de Varsovie a disparu, que l'Europe de l'Est s'est libérée, naturellement, il y a eu un moment de flottement. Et il a fallu, en quelque sorte, redéfinir la solidarité euro-atlantique. Ça a donné lieu à des débats très intéressants dans les années 80. Et à cette époque, je me souviens par exemple, puisque j'étais ambassadeur à Varsovie, d'une expérience qui était à la fois intéressante mais un peu désolante. C'était celle de l'initiative de Madeleine Albright et de Geremek. Moi, j'aimais beaucoup Geremek, qui était le ministre des Affaires étrangères polonais et ancien dissident. Il avait Madeleine Albright, qui était d'origine tchèque d'ailleurs, et qui était secrétaire d'État des États-Unis, avait voulu imaginer une communauté des démocraties, c'est-à-dire une redéfinition de l'Occident. Et donc, elle avait réuni à Varsovie un certain nombre d'États, plus ou moins démocratiques, parce qu'à l'époque, on ne peut pas dire que l'Arabie saoudite ou le Maroc ou, à la limite, l'Inde, la plus grande démocratie du monde, entre guillemets, était tout à fait sur la ligne occidentale. Et donc, nous avions... Hubert Védrine, qui était le ministre à l'époque, avait fait une apparition au début de la conférence, et puis il m'avait laissé gérer notre opposition au concept. Et finalement, à la fin, nous sommes abstenus. Nous étions les seuls pays de l'OTAN à refuser ce concept. Alors, naturellement, les Américains étaient furieux. Et puis, alors moi, j'ai obtenu d'une amie du New York Times de définir son article en disant les Français ont apporté les fourmis au pique-nique de la démocratie. Et c'était à peu près ça, c'était un pique-nique. Et il n'a pas eu vraiment de suite, même si Washington a voulu quand même continuer à maintenir cette communauté de démocratie, et notamment parce que Biden y tenait. Mais l'assimilation de l'Occident à l'OTAN demeure véritablement une constante de tous les discours politiques des dirigeants occidentaux et des dirigeants atlantiques. Mais c'est aussi l'Occident, c'est aussi des valeurs, c'est la défense des valeurs, la démocratie. Et avec une confusion souvent entre la démocratie et la règle de droit, la démocratie libérale, le respect des droits de l'homme, le respect de l'indépendance de la magistrature. Mais c'est aussi l'économie libérale.
donc il y a eu une confusion entre ces deux notions qui aujourd'hui, de manière très intéressante, est remise en cause aux États-Unis même, qui ont pendant 70 ans soutenu ce concept d'économie libérale. Trump rejette naturellement ce concept, mais même du côté des démocrates, on commence à trouver qu'il faut revenir à une conception beaucoup plus ordo-libérale, pour reprendre un terme d'origine allemande, etc. Enfin, c'est la démocratie occidentale, c'est aussi les droits de l'homme. Et alors là, il y a énormément d'ambiguïté, pas seulement sur le contenu des droits de l'homme, mais aussi sur la manière dont on va essayer de les imposer ou de les promouvoir à l'extérieur du monde occidental ou de l'Europe. Et là, je laisserai peut-être Marc en parler, mais il est clair que ceci est un des facteurs de la réaction anti-occidentale. Non seulement vous cherchez à nous imposer vos valeurs, votre civilisation, mais aussi vos intérêts, et vous le faites avec une approche de double standard. C'est-à-dire que ce qui est valable pour vous n'est pas valable pour nous. Et la question israélienne et de Gaza a renforcé encore le débat, y compris aux États-Unis, sur ce concept de double standard. Et puis il y a enfin la question des sanctions. Les sanctions ont été imposées à la suite de l'invasion russe en Ukraine, mais des sanctions, il y en a imposées par les Occidentaux, il y en a eu avant. Certaines n'ont pas été acceptées par tous les Occidentaux. Par exemple, lorsque il y a eu les États-Unis ont essayé d'avoir des sanctions contre les gazoducs, contre les Jeux Olympiques à Moscou, etc. Mais dans le cas de l'Ukraine, on a atteint un degré de perfectionnement des sanctions économiques et juridiques qui se traduit dans vos notes d'électricité. Mais pour les pays du Sud, pour les pays à l'extérieur de l'Occident, ceci est apparu comme une provocation contre leurs intérêts. Le Sénégal, par exemple, à la tête des pays africains, a fait valoir que les sanctions prises par les Occidentaux atteignaient directement l'alimentation des pays du Sud. Donc il y a eu Alors tout ceci débouche sur une contestation diplomatique et politique de l'Occident. Et on la trouve notamment dans le concept du Sud global, contesté par les pays du Sud. Et comme l'a dit le général Blachon, c'est aussi une revendication de l'apparition d'une nouvelle force politique qui obtiendrait la transformation du cadre des relations internationales tel qu'il a été configuré, forgé par les Occidentaux, par les États-Unis, par leurs alliés depuis 1945 dans les institutions internationales. Et là encore, c'est une contestation du multilatéralisme de l'ONU tel qu'on l'a connu depuis 70 ans. Alors, naturellement, cette campagne, elle n'est pas innocente. Elle est animée par Pékin, c'est-à-dire les Chinois considèrent que les États-Unis sont la principale adversaire, et d'ailleurs les États-Unis ont la même approche réciproque, mais aussi instrumentalisée par les Russes. Et de ce point de vue, la propagande russe a développé tout un discours sur comment refaire les relations internationales, comment refaire le monde. Et à cet égard, je vous conseille de lire ce qu'a écrit l'un des sociologues, enfin un agent de Moscou qui s'appelle Karaganov.
Alors, est-ce que ce Sud global a une cohérence? Non. Et c'est évident qu'il y a des pays très différents. Ceci a été dit par le général Blachon. Mais il est clair qu'entre la Chine et l'Inde, il y a quand même plus que des oppositions. Entre le Brésil et l'Argentine, c'est évident. Entre le Maroc et l'Algérie, entre l'Iran et l'Arabie saoudite, c'est évident. Donc il n'y a pas une coalition qui soit... Mais cette idée de la contestation par le Sud global a une résonance particulière en France, parce que nous avons toujours été en faveur d'un multilatéralisme efficace, et nous sommes fiers d'avoir maintenu notre poste au Conseil de sécurité, et nous avons été évidemment traumatisés par l'effondrement de nos positions en Afrique. Alors, j'ajoute que cette idée de Sud global est une manière aussi de contester les thèses très à la mode dans l'université française, notamment de la part du professeur Badi à Sciences Po, qui a été mentionné, qui a pendant longtemps défendu l'idée que le système international, c'était des forces non étatiques. C'était les ONG, mais aussi les autres. Et donc, alors que le retour de la crise internationale et notamment de la contestation par le Sud global, c'est fondamentalement des États. Voilà. Alors, comment réagir? Moi, je crois qu'il faut simplement, il faut être très calme. Et moi, je l'ai écrit dans plusieurs articles, contestant notamment Olivier Todd, je veux dire, qui a écrit vraiment son livre, c'est n'importe quoi. Hein, vous l'avez invité ici, mais c'est vraiment n'importe quoi. Alors, la première chose, c'est d'abord de considérer que la démocratie, bon, nous en connaissons les avantages, nous sommes en faveur de la démocratie, mais si d'autres ne veulent pas du modèle démocratique, nous n'allons pas leur imposer. Et ça a été la grande erreur des Occidentaux, c'est de vouloir imposer la démocratie à des sociétés qui n'étaient pas prêtes à l'accepter. Alors le cas exemplaire, c'est naturellement l'Afghanistan. Deuxièmement, je crois qu'il faut dire que le libéralisme économique, ce n'est pas une catastrophe pour les pays sous-développés, pour les pays ou même développés, ou même les pays riches du Sud. C'est quelque chose qui a servi à tout le monde. L'économie mondiale a progressé grâce au libéralisme. Or, ce libéralisme, il faut le savoir, il est contesté désormais aux États-Unis. Qu'est-ce que propose Trump? C'est de mettre des taxes à l'importation de tout le monde, y compris des alliés occidentaux. De toute façon, pour lui, les alliés sont des adversaires. Donc, et donc, on a, d'autre part, par le biais des sanctions, nous allons vers un monde qui va être, une économie qui va être de plus en plus fracturée. Alors, et notamment, c'est le problème que la Chine pose, notamment pour Bruxelles, pour l'Union européenne. Est-ce que nous allons nous rallier à la formation d'un espèce de bloc euro-atlantique économique protectionniste et déconnecter nos économies de l'économie mondiale? Et c'est une affaire dont on peut discuter, sur laquelle moi j'aimerais bien connaître vos interrogations, parce que c'est de votre avenir qu'il s'agit, qui est véritablement... Et puis enfin, il y a la question de la réforme de l'ONU, mais je laisserai mes autres copanélistes en parler. Je dis simplement que ce n'est pas la réforme du Conseil de sécurité qui est le problème. Nous sommes, nous Français, en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité. Simplement, elle est bloquée depuis 15 ans par les rivalités entre les pays du Sud, entre le Brésil, Argentine, Nigeria et autres, et Pakistan, etc. Et donc, je conclurai en soulignant qu'il y a un autre aspect qui, à mon avis, n'est pas souligné dans le débat sur le Sud global, c'est que Pékin et Moscou sont des puissances nucléaires dotées. Or, les autres pays de cette
pseudo-alliance du Sud global sont résolument contraires aux privilèges nucléaires des 5 États dotés. Et ils sont en faveur du TNP parce que ça les protège contre les ambitions de voisins et, continentaux. Les pays du Sud global sont en faveur de la non-prolifération. Ils sont en faveur du désarmement nucléaire. Et donc là, il y a une contradiction interne dans le discours notamment des Russes. Vous voulez dire que nous sommes une coalition unie qui veut la transformation du monde, etc. Mais il y a un énorme blanc sur la question nucléaire. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention très percutante, pertinente. Je voudrais maintenant passer la parole à... il y aura plein de choses que je reprendrai à la fin, d'ailleurs, dans la conclusion, sur ce que vous avez dit. Mais j'aimerais aussi avoir les éléments de langage de notre audience. Maintenant, je vais donner la parole à Dominique Souchet. Pourquoi ? Parce que je voudrais avoir l'opinion non seulement du diplomate, mais aussi de l'homme politique que vous avez été. Vous avez été, comment dirais-je, Dominique Souchet, dans la vie locale, mais vous avez été aussi dans la vie européenne, puisque vous avez été parlementaire européen. Et c'est à ce titre-là que je voudrais vous interroger, parce que je pense que l'Occident, est-ce que c'est l'Europe et l'Europe telle qu'elle est conçue maintenant, à laquelle on joint les États-Unis? Est-ce qu'il y a autre chose? Quel est le rôle de l'Europe dans cet Occident? Est-ce qu'elle peut faire, cette Europe, évoluer l'Occident? En particulier par rapport au regard, je dirais, regards des différents pays de l'Europe vis-à-vis de la Chine, avec la conjoncture économique très favorable à la Chine pendant des années, en particulier des Allemands. Et puis maintenant, le système se retourne vis-à-vis d'eux. Donc, quel est le rôle de l'Occident? Est-ce que c'est vraiment le phare de l'Europe? Est-ce que c'est vraiment le phare de l'Occident? Vous avez la parole, Dominique Souchet. Je crois que nous sommes devant une double coupure, un double clivage. La première coupure, c'est la coupure Russie-monde occidental. Et puis le second clivage qui vient d'être évoqué à l'instant, c'est le clivage Chine-États-Unis. Et au fond, face à ces deux coupures, face à ces deux clivages, l'Europe est sommée de choisir. Et dans l'un et l'autre cas, pour le moment, elle fait des choix différents. À propos de la coupure Russie-monde occidental, nous avons un monde occidental monolithique qui englobe à la fois les États-Unis et l'Europe, sans parler des alliés asiatiques, avec un resserrement de l'influence américaine, un retour à une discipline atlantique très, très, très forte. Alors, vis-à-vis de cette coupure Russie-monde occidental, les Européens ont choisi, comme les Américains, d'être hostiles à la Russie. Ils l'étaient avant la guerre d'Ukraine. Et ils le sont devenus de façon quasiment définitive avec la guerre d'Ukraine. Mais il faut se rappeler qu'à un moment, la Russie a pensé qu'elle pourrait peut-être s'entendre avec l'Occident, ou en tout cas avec
avec l'Europe. Les Russes étaient dans cet état d'esprit il y a 15 ou 20 ans. Ils ont changé, bien sûr. Ils ont changé, mais ils n'ont pas changé par hasard. Il y a une genèse du conflit et nous manquons d'un débat sur cette genèse du conflit. Parce que cette guerre désastreuse était sans doute évitable si l'Occident n'avait pas transformé la Russie en adversaire, la traitant en vérité comme un pays vaincu de la guerre froide, qu'il fallait mettre au pas, et avec lequel l'Occident ne pourrait avoir de bonnes relations que s'il s'occidentalisait. Mais voilà, les Russes sont demeurés les Russes. Et je pense en particulier à une action diplomatique remarquable qui a été menée conjointement par les deux diplomaties françaises et allemandes que nous avions évoquées l'an passé, et qui sont les accords de Minsk, et qui contenaient les bases d'un règlement possible de la question ukrainienne si tous les partenaires signataires de ces accords en avaient appliqué les dispositions et avaient joué le jeu. Donc, face à cette coupure Russie-Occident, voilà, nous voyons un resserrement des composantes de cet Occident entre États-Unis et Europe. Sur le second clivage, alors là, on a encore, au jour d'aujourd'hui, une différence d'approche. Il n'y a pas ce resserrement de la discipline, sans doute souhaité par les États-Unis, mais pour le moment, l'Europe ne s'est pas alignée sur la position américaine, sur le souhait américain d'avoir une sorte, comme M. Daboville l'évoquait à l'instant, une sorte de bloc euro-atlantique défensif face à la Chine. Voilà, je crois que c'est ce que je voulais faire vraiment souligner, cette différence d'approche face aux deux coupures qui, je crois, dominent la situation géopolitique actuelle. Merci beaucoup, Dominique Souchet. Maintenant, je vais me tourner vers... Et c'est une approche qui est... comment dirais-je, ces deux coupures, comment dirais-je, sont intéressantes parce qu'il y a d'autres opinions qui pensent que c'est la Russie qui elle-même a provoqué cette coupure. Donc, c'est intéressant de voir comment le débat va évoluer là-dessus. Bref, Marc Perrin de Bréchambault, je ne sais pas comment vous distinguez. C'est un peu un cas à l'envers. Moi, j'ai commencé comme juge. Lui, il finit comme juge. C'est un système à front renversé entre nous deux. À un moment donné, on s'est croisés quand même, puisqu'à un moment donné, il exerçait ses fonctions premières de conseiller d'État, quand moi j'étais à la Cour de cassation. Et on a eu à passer de bons moments ensemble à cette époque-là, où le monde judiciaire rejoignait le monde administratif. Le monde judiciaire type rejoignait les gens du Conseil d'État et le monde administratif, mais aussi le monde, comment dirais-je, de la justice administrative. Bien, vous avez été élève à l'École normale supérieure, puis à l'ENA, puis vous avez été au cabinet de Claude Chesson, puis ensuite chef de cabinet de Roland Dumas, etc. Vous avez également été aux États-Unis conseiller culturel à l'ambassade de France. Je passe tous ces éléments de carrière pour dire qu'il y a deux points pour moi qui sont importants. Directeur des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères au moment de la négociation du statut de Rome. 3 points, pardon. Directeur de la délégation, on dit directeur ou délégué général aux affaires stratégiques du ministère, directeur, aux affaires stratégiques du ministère de la Défense. Donc, on a aussi cette vision.
et puis secrétaire général de l'OSCE, alors que vous aviez été ambassadeur auprès de la conférence de l'OSCE au moment où elle a été transformée. Et voilà, t-il pas que, ensuite, par les faits de l'histoire, Marc Perrin de Bréchambault se retrouve à la Cour pénale internationale comme juge français dont il vient de quitter les fonctions il y a quelques mois. Au mois de mars, c'était? Non, c'est ça. Voilà. Or, ça m'intéresse beaucoup, cette vision. D'abord, votre opinion générale, mais aussi par rapport à l'état de droit et cette contestation de la CPI, de la Cour pénale internationale, le fait qu'elle a quand même, comment dirais-je, ordonné un mandat d'arrêt sur Vladimir Poutine et les crimes de guerre commis en Ukraine, le fait qu'elle a ordonné un mandat d'arrêt maintenant sur Netanyahou, on va voir comment il est exécuté, on va voir exactement, on en est à la décision, mais maintenant il faut l'exécution. Comment vous envisagez tous ces éléments de l'état de droit? Alors, est-ce que, comme certains États le disent, ce sont un État de droit de l'Ouest? Moi, je constate qu'il y a beaucoup d'États qui ne sont pas de l'Ouest, qui sont à la Cour pénale internationale. Donc, comment faites-vous pour concilier, d'abord, cette affaire de l'Occident en déclin, votre ancienne profession sur les éléments stratégiques du monde? Donnez-moi votre opinion là-dessus, donnez-nous votre opinion là-dessus, et puis ensuite cet aspect de l'état de droit mondial, on pourrait dire, s'il vous plaît. Merci Jean-Paul, bonjour à tous, bonjour à toutes. Le doyen Blachon a posé beaucoup de questions. Et comme j'ai été, avant tout ce qu'a raconté Jean-Paul, historien, géographe, oui. Ah. Bon. D'accord, il me corrige. Hein. Je pense que la meilleure façon de vous aider à réfléchir aux questions qu'il a posées, c'est de vous proposer deux thèses simples, carrées, en vous donnant une perspective de temps beaucoup plus long que celui qu'ont utilisé mes collègues jusqu'à présent, mais pour un peu formater votre réflexion et ensuite aboutir aux questions qu'a posées Jean-Paul. Qu'est-ce que c'est que l'Occident? C'est deux choses. C'est 4 siècles de domination européenne sur le monde qui ont forgé la modernité et qui ont forgé les valeurs et le système de la modernité. Et c'est un siècle de tentatives d'organisation du monde par cette émanation de l'Europe que sont les États-Unis d'Amérique du Nord. Vous pourrez ne pas être d'accord, mes collègues aussi. Pourquoi d'abord 4 siècles de domination de l'Europe? L'Europe, c'est une péninsule de l'Asie qui s'est constituée à partir du XVIe, une fois qu'elle a éliminé les invasions arabes, mongoles, et qu'elle a tenu à distance l'Empire turc, qui est allé jusqu'à Vienne en 1683, n'oubliez pas. Et en 1502, c'est la dernière fois que les Mongols ont quitté Moscou. Donc nous n'en sommes pas si loin. C'est une aventure formidable, l'Europe, dans la mesure où elle a réussi cette synthèse extraordinaire des valeurs judéo-chrétiennes, de l'héritage grec et romain, et qu'ensuite elle a abordé la maîtrise de la science, la maîtrise des technologies, qui lui ont permis une formidable expansion de sa puissance. Il y a très peu de pays au monde qui n'ont pas été, d'une façon ou d'une autre, envahis et colonisés par les Européens. L'Éthiopie, la Thaïlande, quelques aspects de la Mongolie, peut-être. Et sinon, tous ont été pénétrés ou subjugués par les empires européens autour de cette période de 4 siècles, 16e, 17e, 18e, 19e. C'est quand même quelque chose d'inouï. Et nous en sommes tous, que nous le voulions ou non, les héritiers en bien et en mal. L'accumulation du capital qu'a représenté cette période, le progrès des sciences de développement de nos systèmes sociaux ont été d'énormes avantages. C'est ça, quelque part, l'arrière-plan de l'Occident, que nous le voulions ou non. Et tous les grands concepts qui structurent aujourd'hui la modernité après la période des Lumières sont d'origine européenne. La personne, les droits de l'homme, l'organisation des droits en société, l'État,
le nationalisme, le socialisme, cette valeur qui a eu un certain prestige à un moment donné, qui s'appelait le communisme, qui avait été largement repris par beaucoup de pays qui constituent actuellement le Sud. Tout ça, c'est devenu un capital commun de l'humanité. En quelque sorte, l'Europe a déjà occidentalisé le monde à travers cette histoire longue, avec évidemment toutes les conséquences. Un ressentiment très fort à l'égard de cette occidentalisation. Si vous étiez né à Bobo-Dioulasso ou sur les bords du lac Titicaca, vous auriez une vision tout à fait différente de celle que nous pouvons avoir ici par rapport à ce que représente cet héritage long de l'Occident à travers l'expérience européenne. Vous risqueriez de le ressentir comme quelque chose qui affecte votre identité, votre liberté. Vous le verriez non seulement à travers le prisme des valeurs, mais à travers le prisme de l'emprise du pouvoir, cette ombre portée du colonialisme qui resterait présent dans vos cultures. Le temps culturel est beaucoup plus long que le temps des pouvoirs et des organisations. Donc ça, c'est ce premier arrière-plan que je voulais vous proposer. L'Occident, c'est quand même un formidable héritage qui a façonné le monde d'aujourd'hui, mais qui en même temps a des conséquences très profondes sur les 8 milliards d'êtres humains qui sont là et sur cette planète et qui ne le vivent pas, ne le conçoivent pas du tout tous de la même façon. Mes collègues en ont parlé. Deuxième thèse, un siècle pendant lequel, sur la base de cet héritage, la colonie qui a réussi, si j'ose dire, les États-Unis d'Amérique, ont dominé et façonné la planète. Au fond, je vous donnerai 2 références. Qui a inventé la Société des Nations dans le traité de Versailles? Wilson. Qui a imposé les Nations Unies à la conférence de San Francisco? Franklin Roosevelt. C'est un peu ce mélange d'idéalisme des Américains qui, dans les périodes où ils acceptent de s'engager vers l'extérieur, s'est traduite par une projection dans le monde des valeurs qui avaient été modelées par les Européens et qui l'ont structuré en profondeur. Depuis 1945, nous vivons sur ce qui a été un peu décrit par Benoît à l'instant, Rules-Based International Order. L'idée qu'il y a un libéralisme globalisé sous l'égide de la Pax Americana qui permet une liberté de mouvement des biens, des finances, des idées, des valeurs, et des communications et de la technologie qui, jusqu'à une période récente, était entièrement dominée par les progrès américains, qui le sont d'ailleurs en grande partie. Vos laptops, votre Internet, vos téléphones, vos réseaux sociaux sont d'origine américaine, même s'ils sont maintenant largement concurrencés par nos amis chinois. Donc, une phase dans laquelle les États-Unis ont créé un espace mondial globalisé, qui évidemment, les règles s'appliquaient à tout le monde sauf à eux, hein, ne nous trompons pas, mais elles s'appliquaient effectivement largement aux autres, avec un certain succès. Et Dominique Souchet vient d'évoquer, effectivement, là aussi, il y avait un ressentiment des petits camarades de la classe, en particulier français, qui n'appréciaient pas nécessairement cette situation. Et cet ordre globalisé, il est, nous le voyons maintenant, extraordinairement difficile à maintenir, à préserver, parce qu'il est très difficile à gérer, à organiser, au fur et à mesure qu'il agrège des entités très différentes, et que chacun essaye d'en tirer le maximum. Mais il a beau être fragmenté, l'intensité des échanges entre les États-Unis et la Chine, en dépit de toutes les mesures tarifaires et de toutes les sanctions américaines, n'a pas faibli. La plupart des États du Sud dont nous allons parler ensemble continuent à être totalement impliqués dans le système des échanges, des finances, des communications, qui restent quand même sous influence et à domination américaine. Et les grandes organisations internationales restent largement inspirées par l'alliance des États-Unis, de l'Europe et de la petite classe qui a été petit à petit agrégée à l'Occident. Les Japonais, les Australiens,
les Coréens du Sud, ils se considèrent comme occidentaux, même si nous, Français, ne sommes pas toujours très enthousiastes pour les y mettre, mais eux savent très bien où ils sont vis-à-vis du cadre général dans lequel nous sommes. Je termine en essayant de répondre à la question et au défi que m'a posé Jean-Paul. L'idée qu'il y ait une justice pénale internationale, c'est ce que vous pouvez faire, si vous me permettez, de plus en pointe dans les valeurs de l'Occident. Ça suppose qu'il y ait une définition des droits de la personne, une définition des grands crimes qui choquent la conscience de l'humanité, une acceptation de l'idée que si ces grands crimes ne sont pas poursuivis et punis par les tribunaux nationaux, ils doivent l'être par un tribunal international qui détient des pouvoirs judiciaires au-delà des souverainetés nationales. C'est inouï si vous réfléchissez, parce qu'au cœur de l'état de droit, il y a la possibilité de rendre la justice. Si vous la déléguez à des juges internationaux, c'est déjà pas toujours très bien accepté au sein de l'Union européenne, qui est le laboratoire du partage des souverainetés, mais au niveau global, c'est encore beaucoup, beaucoup plus sévère. Et si en plus vous essayez, au moment de la crête de la vague, si j'ose dire, de l'hégémonie américaine, le statut de Rome, c'est 1998. C'est le moment où l'identification des valeurs que portaient encore à l'époque pleinement les États-Unis et du pouvoir que représentait l'Occident est à son sommet, avant que la vague commence à décliner. C'est en quelque sorte une avancée très très forte. Et c'est donc un symbole qui certainement a beaucoup d'écho dans nos consciences, dans nos attentes. Nous aimerions beaucoup tous, je l'ai été professionnellement, que ces grands crimes soient punis, mais ils ne peuvent l'être que si la société qui porte ces valeurs et qui soutient par son engagement politique, matériel et son action au jour le jour cette institution sont prêtes à continuer. Vous avez bien vu que, je vous donne un tout petit exemple, la Mongolie est le dernier État à avoir adhéré au statut de Rome. Il l'a fait certainement pour d'excellentes raisons. La Mongolie était obligée d'appliquer le mandat d'arrêt qu'ont émis certains de mes collègues à l'égard de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine vient de faire une visite d'État en Mongolie. Vous n'avez pas remarqué qu'il soit reparti dans un fourgon cellulaire. Mongolie est un État réaliste qui est situé entre la Chine et la Russie, qui est obligé de faire la part des choses. Je corrige Jean-Paul sur un point. Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a poussé très très loin l'audace. Il a demandé des mandats d'arrêt contre un chef d'État et un ministre de la Défense dans le cadre d'un conflit qui est encore en cours et qui divise très profondément la communauté internationale. Dans leur grande sagesse, mes collègues n'ont pas encore approuvé ce mandat d'arrêt. Je vous laisse juger tous les uns et les autres des chances qu'il soit appliqué le moment venu. Mais en revanche, vous êtes tous témoins du fait que le procureur avait également demandé des mandats d'arrêt contre 3 dirigeants du Hamas. Sur ces 3 dirigeants du Hamas, surprise, surprise, il n'y en a plus qu'un qui est en vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un État souverain qui a éliminé les 2 autres. Avez-vous vu dans la presse, dans les gouvernements, des cris d'horreur ? Comment il y avait un mécanisme de justice pénale internationale qui était engagé. C'est scandaleux qu'ils aient été sommairement exécutés alors qu'ils auraient pu être jugés par des juges, ce qui aurait une valeur exemplaire. Personne ne l'a dit. C'est vous dire que c'est aussi un problème de culture, d'acceptation. Si nous voulons vraiment promouvoir un certain nombre de valeurs occidentales, ça va être pénible, et ça sera pénible. Et je termine toujours par cela, c'est votre génération qui a cette responsabilité. Les nôtres, ici, on a fait ce qu'on a pu, on a plus ou moins bien réussi, il y a des choses qu'on n'a fait pas trop mal, il y en a d'autres, vous nous entendez, qui ne sont pas des réussites extraordinaires, mais si vous voulez vraiment créer un héritage de l'Occident qui soit digne de l'Occident, ça sera à vous de le porter. Merci Jean-Paul. Bien, merci beaucoup pour cet élan, Marc, et aussi pour la rectification. Effectivement, c'est le mandat d'arrêt a été, comment dirais-je, émis par le
par le procureur, mais à la Cour pénale internationale, mais n'a pas été endorsed par la Cour. Bien. Très intéressante vision des choses et aussi un plaidoyer qui remet des choses en ordre. Enfin, last but not least, François-Xavier Degnaud. Je vous ai laissé, monsieur l'ambassadeur, monsieur l'inspecteur général des finances, plus exactement, mais en fait, vous avez été ambassadeur pendant tellement longtemps, et je vous ai connu dans ces fonctions. Vous avez été d'abord, vous avez fait vos études d'abord à Polytechnique, n'est-ce pas? Puis vous avez rejoint l'ENA, promotion de droits de l'homme. Ça veut dire quand même quelque chose, là où nous en sommes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez été aux communautés européennes en poste, puis vous avez été aussi dans la sphère politique, puisque vous étiez directeur adjoint de cabinet de Yvette Charette. Moi, ce qui m'intéresse le plus, que là où je vous ai connu, vous étiez ambassadeur auprès de l'Office des Nations Unies à Vienne, peut-être au même temps que Hervé Latsou, c'était non? C'était juste après. Voilà. Et donc, vous étiez auprès de l'Office des Nations Unies à Vienne, mais aussi auprès de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, dont le rôle d'ailleurs en Ukraine a été très intéressant, je trouve. Et vous avez ensuite été ambassadeur dans une zone qui était très, très chaude sur ces questions, puisque vous étiez à un moment donné chargé d'affaires au Kosovo, et puis ensuite ambassadeur en Serbie, non? C'est ça? Bien. Et enfin, inspecteur général des finances. Vous avez été aussi, et c'est intéressant pour la vision du monde, directeur de la stratégie à la DGSE. Et ça peut donner une vision aussi plus large des choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment, qu'est-ce que vous pensez que une fois que vous nous aurez donné vos opinions sur l'Occident, si j'ose dire, existe-t-il encore? Mais on voit qu'il existe, hein, c'est très clair. Sur le devenir de cet Occident, qu'est-ce que vous pensez plus spécialement du rôle là-dedans et de l'avenir et du devenir des organisations internationales? Merci Jean-Paul. Bon, en général, chers collègues, chers étudiants, y compris s'ils ont le malheur d'être là, mais futurs étudiants. C'est des questions difficiles. Et alors, c'est pas très facile de parler en dernier parce que tout le monde a dit tellement de choses toutes pertinentes et vraies que je ne sais plus très bien quoi ajouter. Donc, je vais picorer dans mes notes simplement. Moi, j'ai essayé aussi de voir ce que c'était que l'Occident, parce que c'est pas très facile à saisir. Alors, je me réfère d'abord, parce qu'il faut toujours faire ça en France, à la littérature. Vous avez une pièce très, très célèbre en Irlande qui s'appelle The Playboy of the Western World, le baladin du monde occidental. Qu'est-ce que c'est le monde occidental dans la pièce de Synge? C'est un petit bout du nord-ouest de l'Irlande. Donc voilà, le monde occidental, ça peut être très petit. Et puis, vous avez au début du siècle la tentation de l'Occident d'André Malraux. Et alors là, c'est quelque chose d'absolument énorme. Et c'est intéressant d'ailleurs, Malraux, c'est un échange de lettres imaginaire entre un Français et un Chinois, qui s'opposent, qui décrivent deux mondes, dont l'un, le monde européen prolongé par les États-Unis, est un monde animé par une volonté d'action, de conquête, de transformer le monde et le temps, qui s'oppose à une supposée sérénité de l'Extrême-Orient. Bon, je ne sais pas si cette analyse serait encore aujourd'hui très partagée, mais c'était comme ça que Malraux le voyait à l'époque. Alors, si on cherche des critères pour voir ce que c'est que l'Occident, bon, c'est clair que la géographie, ça ne marche pas, parce que c'était vrai à l'époque de l'Empire romain, mais maintenant, il y a l'Australie, il y a la Nouvelle-Zélande, et puis effectivement les cas un peu particuliers du Japon et de la Corée, qui sont des alliés des États-Unis, qui ne sont pas vraiment des pays occidentaux. La question de la population, ce serait très tentant de dire finalement l'Occident, c'est les Européens et leurs descendants qui dominent le monde. Oui, mais il y a la Russie. Il y a la Russie, et qui n'est clairement pas dans l'Occident. C'est d'ailleurs assez curieux de voir que aujourd'hui,
on n'hésiterait pas à dire que la République tchèque ou la Pologne sont dans l'Occident. Ils sont même, je dirais, sur les questions euro-atlantiques, beaucoup plus à l'ouest que nous. Donc ils sont devenus occidentaux. Mais ça vient avec l'adhésion à l'OTAN et avec l'Union européenne. J'ai moi-même servi en Serbie. En Serbie, il y a quelques années, Serbie, pays candidat à l'Union européenne. J'étais très étonné d'entendre régulièrement les dirigeants du pays parler des Occidentaux, les autres. Donc voilà, ils étaient candidats à l'Union européenne, mais ils ne se sentaient pas occidentaux pour autant. Donc c'est compliqué. L'histoire, je ne sais pas si vous vous rappelez ce débat qu'il y a eu dans les années 90 en Allemagne, au moment avant l'élargissement à l'Est. Il y avait toute une école de pensée qui disait « Oh là là, attention, tous les pays européens n'ont pas vocation à rentrer dans l'Union européenne. » N'est-ce pas ? Il y a ceux qui ont eu la chance d'être occupés ou dominés par l'empire des Habsbourg. Bon, ceux-là, ça va, c'est formaté, ça marche, ils peuvent rentrer. Et puis il y a ceux qui ont eu la malchance d'être dominés par les Ottomans. Alors là, non. Là, non. Et de fait, la Roumanie et la Bulgarie ont dû attendre 2 ans de plus que les autres pour rentrer. Bon, la Grèce était rentrée grâce au forceps de Valéry Giscard d'Estaing des années avant, mais certains s'en sont mordus les doigts, à tort. Le critère de la démocratie et du libéralisme économique, c'est certainement un des composants. Mais on n'a pas le monopole de la démocratie. Je pense à un pays comme le Ghana. Bon, peut-être ça va moins bien maintenant, mais pendant des années, c'était un modèle de démocratie. On ne savait vraiment pas qui allait être élu président. Ce n'est pas un pays occidental. Quant au libéralisme économique, d'abord, comme ça a été rappelé, on l'a diffusé un peu partout dans le monde. Alors, il y a une tentation du diplomate, c'est de regarder qui est dans quelle organisation. Et effectivement, je crois que le général Blachon a parlé de l'OCDE. L'OCDE, ce sont des pays qui partagent en commun une volonté d'appliquer la démocratie politique et le libéralisme économique. Mais l'OCDE, ça va assez loin. Hein. Ce sont des pays d'Asie, c'est, je crois, plusieurs pays d'Amérique latine. Et donc, c'est une image un petit peu floue de ce que peut être l'Occident. Et puis, il y a le critère qui a été utilisé le plus, vous voyez, qui est dans toutes les têtes, c'est l'alliance militaire. Alors, l'alliance militaire dans le cas de l'OTAN, l'alliance militaire dans le cas de l'ANZUS entre les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Les relations de défense avec entre les États-Unis, le Japon, la Corée et Taïwan. Bon, mais tout cela ne définit pas strictement l'Occident, notamment en Europe, où jusqu'à une période récente, il y avait quand même 5 pays neutres dans l'Union européenne. Alors, M. Poutine y a mis bon ordre en propulsant dans l'OTAN de manière quand même assez extraordinaire, l'OTAN qui était censé être en mort cérébrale, la Finlande, qui se posait des questions depuis longtemps, et la Suède, pour laquelle c'est absolument inattendu. Mais il reste quand même des pays neutres, il reste en particulier l'Autriche. Alors, néanmoins, c'est à l'évidence un pays occidental, on ne va pas le nier. C'est d'ailleurs intéressant, Jean-Paul a rapporté, moi j'ai été chargé d'affaires dans cet endroit improbable qui s'appelle le Kosovo. Je débarque un jour sur le terrain au Kosovo d'un hélicoptère pour aller voir je ne sais plus quel détachement dans le pays, et je suis accueilli par un officier autrichien avec un badge de l'OTAN. C'est la première fois j'ai cru que j'avais trop bu. Hein. Voilà, la Tsuika, ou la vodka locale, la Slivovica, pardon. Alors voilà, cet officier autrichien, il était neutre, mais il était occidental. Donc, il occupait le Kosovo avec les autres. C'est intéressant. Il y a aussi un critère purement formel qui sont les groupes des Nations Unies. Bon, les Nations Unies, il y a des groupes géographiques formels qui permettent d'organiser la vie des Nations Unies, les votes, etc., le tour de bête pour les élections. C'est pas simple. L'Union européenne, elle est dans 3 groupes géographiques. Occidentale, Europe orientale, mais avec les Russes, l'Ouzbékistan, etc. Et Chypre est dans le groupe Asie, pour des raisons bizarres, alors que la Turquie est dans le groupe Europe.
Bon. Il y a un groupe étrange qui s'appelle le groupe des États d'Europe occidentale et autres, WEOG en anglais, dans lequel il y a effectivement les Occidentaux, enfin les Européens de l'Ouest. Il y a un observateur qui est le Saint-Siège. Il y a un observateur qui sont les États-Unis. Il y a la Turquie, il y a Israël, Canada. C'est un conglomérat un peu... Et l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est probablement aux Nations Unies, effectivement, ce qui ressemble le plus à une définition de l'Occident par le groupe. Et puis, il y a les choix faits dans la pratique en politique internationale, et c'est probablement ça qui est le plus pertinent, de regarder comment les gens se sont positionnés sur les grandes questions. Alors, pour petite analogie avec la mécanique quantique, la mécanique quantique, vous savez qu'une particule, on ne peut pas savoir à quelle vitesse elle va, où elle est, ni par où elle passe, jusqu'au moment où on la mesure. Eh bien, les votes dans les organisations internationales, et notamment au Conseil de sécurité ou à l'Assemblée générale des Nations unies, ça permet aussi d'obliger les gens à se positionner. Pas tous. Et là, on voit bien que l'Occident n'est pas un bloc. Bon, on se rappelle les divisions très fortes sur la guerre en Irak. Il y a eu également en 2011 la résolution qui a autorisé l'intervention en Libye, qui est un tournant, cette résolution. On a un truc franco-anglais auquel les Américains ne veulent pas participer. Quelques heures avant, enfin plus exactement à un certain moment, le président Chirac donne instruction à notre ambassadeur à New York, qui était Gérard Haro, de mettre le texte de résolution en bleu, c'est-à-dire de... Pardon, Sarkozy, excuse-moi. De mettre le texte en bleu. C'est-à-dire d'obliger un passage au vote. L'ambassadrice américaine aux Nations Unies appelle Gérard Haro en lui disant « Nous ne voulons pas participer à votre guerre de merde ». C'est une citation. Et puis, le processus avance inexorablement vers le passage au vote. Et là, les États-Unis sont obligés de se positionner. Et donc, ils nous soutiennent. Mais qui ne nous soutient pas? Le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde ou l'Afrique du Sud, donc le futur BRICS, et l'Allemagne. Et l'Allemagne, très intéressant. Et l'Allemagne. Donc, pas du tout d'homogénéité. L'intervention en Syrie, fin août 2013, nous étions à la réunion annuelle des ambassadeurs, et le ministre de la Défense français offrait un dîner aux ambassadeurs. Et pendant le dîner, il nous dit « Écoutez, voilà, il est 11h du soir, cette nuit, nous déclenchons l'opération contre la Syrie. » Juste à ce moment-là, le Parlement britannique vote contre l'intervention, les États-Unis arrêtent, et on se retrouve tout seul, et donc on arrête aussi. Alors là, on était tous ensemble à s'arrêter, mais c'était clair qu'il y avait une vraie divergence fondamentale entre les Occidentaux. Et puis, dernier cas, le plus intéressant, le plus récent, c'est l'Ukraine. À l'Assemblée générale des Nations unies en 2014, j'étais présent, je me suis amusé à compter les délégations, les chefs d'État et de gouvernement qui mentionnaient le dossier ukrainien dans leur discours. Il y avait peut-être une dizaine, une douzaine sur les 196 ou 17 ou 18 États des Nations Unies. Et parmi cette douzaine, il n'y avait pas la France. Il n'y avait pas la France. C'est un sujet, à l'époque, la Russie avait envahi le Donbass. C'est un sujet qui n'intéressait pas. Bon, alors, maintenant, les choses sont devenues encore beaucoup plus claires. Et à la dernière votation, donc en février 23, je crois, j'arrête, il y a eu une obligation de se prononcer. Et là, on a vu effectivement qu'il y avait une majorité de pays qui condamnaient l'opération russe, dans des termes mesurés. 141 votes favorables. 141, 7 contre, la Russie et les irréductibles, 32 abstentions et 20 délégations qui n'étaient pas là. Donc
donc quand même une cinquantaine qui n'ont pas voulu suivre les Occidentaux sur ce sujet. Voilà, je suis obligé de m'arrêter parce que Jean-Paul me fait des grands signes, mais je poserai mes questions plus tard. Bien. Est-ce que vous avez... on peut avoir 10 minutes de questions, Frédéric, ou pas? Ça va comme ça? Bon, parfait. Alors, il faudrait que quelqu'un prenne un micro, qui se balade. Qui veut prendre la parole dans la salle? Oui, là-bas. Vous donnez votre nom, s'il vous plaît, quand vous aurez le micro, votre nom et l'année dans laquelle vous vous trouvez, ainsi que la référence du master ou de la licence 3. Bonjour, donc Thomas Germont, L3 Sciences Politiques. Je voudrais revenir sur... L3 Sciences Politiques. Oui, tout à fait. D'accord. Je voulais revenir sur vos propos au départ sur Oswald Spengler. Donc on évoque souvent le déclin de l'Occident, mais on oublie parfois les années décisives, donc sont dans notre ouvrage. Et donc là où je voulais vous poser la question, c'est qu'à l'heure actuelle, on compare souvent le déclin de l'Occident au déclin de l'Empire romain, parce que voilà, il y a le décalage des mœurs, recul de la religion, mais aussi l'ignorance de notre déclin. Et donc là où je voulais poser ma question, c'est pensez-vous que nous sommes à nos dernières années décisives? Si oui, est-ce irréversible? Ou dans le cas contraire, quel comportement les Occidentaux, que ce soit les civils ou les dirigeants, pourraient-ils adopter pour renverser ces années décisives? Je vous remercie. Une autre question? Là-bas, Antoine. Oui, bonjour, Angèle Liébar, en liste tout comme mon camarade en 3e année de sciences politiques. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de votre présence, vos carrières et vos mots force et le respect. J'avais une question sur, je vais la retrouver tout de suite. Est-ce que, ne peut-on pas dire que c'est dans la nature même de l'Occident que d'être en perdition, et ce depuis la chute de Rome, et je dirais même que, est-ce que c'est pas notre avantage, dans le sens où cette rhétorique défaitiste nous force et enfin nous inflige limite une espèce de regain conservateur, et donc pour justement se conserver, l'Occident se dit lui-même en constante perdition. Autrement dit, ça serait une force. C'est ça oui, ce que vous voulez dire. Cette faiblesse, cet état alarmiste serait un peu, oui, une force pour se conserver. Première question pour Benoît Daboville, seconde question pour Marc Brichambault. Encore? Allez, j'ai eu que des L3 là. C'est parce que c'est des gens qui sont avec moi ou non? Alors, des masters là. Les masters, réveillez-vous un peu. Vous avez une chance inouïe d'avoir des gens qui peuvent vous répondre sur des questions sur lesquelles vous avez, comment dirais-je, on a tous des interrogations considérables. S'il vous plaît. Bonjour messieurs, Voilà. Théophane Grimaud, Master 1 de Relations internationales. Moi j'avais une question sur... vous avez beaucoup parlé de la définition que vous donnez de l'Occident, c'est une définition par rapport aux autres. Mais ce n'est pas tellement une définition par rapport à soi-même, à part un peu monsieur le juge qui a défini sur les 4 siècles et plus de 1 siècle, ce que je trouve assez intéressant. Est-ce que vous pouvez mieux nous définir les particularités et les points communs de tous ces pays, surtout en Europe et après l'Amérique, qui font la puissance et qui ont fait qu'aujourd'hui le monde est quand même occidentalisé, et c'est pour cela que la domination est encore occidentale. C'est ce que je pense en tout cas. Merci pour votre réponse. François-Xavier, tu prends la seconde question. Tu prends la seconde question. La rhétorique défaitiste. Bien. Encore une autre question? Oui, c'est bien. Ah, ça va. L'histoire se réveille. Bonjour messieurs, donc, je m'appelle Aubin Souris et je suis étudiant en sciences politiques en licence 3. Et vous avez évoqué la Russie au début, dans à peu près tout l'exposé. Et moi, je me demande si on n'a pas loupé un coche. À un moment, avec la Russie, on aurait pu s'entendre et s'allier, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais on a des sociétés comme Emmanuel Todd l'a décrit, à peu près similaires dans les mœurs, avec des familles. Lui
pour nous des familles nucléaires, mais pour des familles patrilinéaires. Mais dans nos mœurs, on est à peu près, je trouve, similaires. On a de fortes littératures. Donc on a, pour moi, des liens à partager et on s'est trop vite fermé. Nos élites se sont trop vite, pour moi, opposées. Je ne vais pas dire bêtement, mais pour moi, la réaction était trop vive et on n'aurait pas dû se fermer les portes. Et Vladimir Poutine l'avait dit en 2007 à Berlin. Il avait prévenu l'Occident. Il avait dit, je ne sais plus quels sont ces mots, mais c'était à Munich, c'était pas à Berlin. À Berlin, à Munich, pardon. Et c'est en Allemagne. Et comment Non, c'est en Bavière, c'est pas pareil que l'Allemagne. et donc voilà, je voulais savoir si on ne s'était pas fermé une porte avec la Russie, parce que pour moi, on peut faire quelque chose avec ce pays. Voilà. Ici, voilà. Bonjour, Edouard Laureau, Master 1 de Relations internationales. Est-ce que vous pensez qu'un conflit entre les États-Unis et la Chine est évitable et que l'idée d'un piège de Thucydide est en réalité fausse? Et si l'augmentation des sanctions économiques n'est pas un signe avant-coureur, comme on l'a vu avant la Seconde Guerre mondiale, et en 1929, l'augmentation des sanctions économiques a pu aggraver et conduire à la guerre? Cette question sera évoquée dans la table ronde suivante. Je voudrais que ce soit Hervé Latsous qui y réponde, puisque c'est lui le spécialiste de la Chine. Général Blachon. Bon, général, ça sera Hervé Latsous dans la table ronde suivante qui répondra à cette question sur éviter. Et puis en plus, toi, tu peux aussi répondre sur ce genre de choses. D'accord? Une dernière question? Oui. Allez-y. Du coup, bonjour. Théo, en Master 1, Relations internationales. Du coup, qui serait le responsable derrière les dissensions entre les différents pays occidentaux? J'ai pas compris, ça va trop vite. Ah. Donc, je répète. Oui, il faut parler lentement. D'accord? Qui serait non, ça, c'était Bassioni qui disait ça. Qui serait le responsable derrière les dissensions entre les différents pays occidentaux? Serait-ce dû à de simples intérêts ou y aurait-il d'autres causes? Ça, c'est pour... D'accord. Ça, c'est pour François-Xavier. Bien. Encore? Allez, la dernière question, et après on débat. Ça va comme ça? C'est des conférences de presse gauliennes que tu nous organises. Eh, mon cher Madame, la parole vous appartient. Donc, bonjour, Lisa Guillonneau en Master 1 de Relations internationales. D'accord. C'est une question par rapport au clivage du coup Russie par rapport au monde occidental. Vous avez donc dit que nous avions fait le choix d'être hostiles à la Russie. Oui. Est-ce que le fait de condamner les agissements de la Russie nécessite forcément de se positionner comme personnage hostile? Est-ce que ça ne va pas nous mettre dans une position de menace vis-à-vis d'eux? Quelle vision vont-ils avoir de nous si on déclare leur comportement comme hostile? Oui, d'accord. Bien. Allez, une dernière, si vous avez encore le courage. Non, c'est bon? Oui, une dernière là-bas. Il y en a deux encore? Vous en avez une à poser? Non. Je suis full, là. Hein? Oui. Bonjour, Maxime Lechat, en Master 1 de Relations internationales. Bien sûr qu'il faut répondre. J'avais une question par rapport au Conseil de sécurité qu'on a rapidement évoqué, à savoir si sa composition pourrait réellement changer un jour. J'ai pas compris. Pardon. Savoir si la composition du Conseil de sécurité de l'ONU pourrait changer réellement un jour, sachant que il me semble qu'il est nécessaire d'avoir un vote à l'unanimité des 5 membres permanents afin de pouvoir changer sa composition. C'est moi qui m'y colle, celle-là. Tu veux parler de ça après aussi? Oui, tu diras après. Bon, on a fermé le banc. Par principe, comme on a une étudiante étrangère, espagnole, vous vouliez poser une question, madame? Allez-y. Por favor. Donde este? Allez. Bonjour. Bonjour, buenos días. Je voudrais vous demander, on a des sensibilités très différentes dans l'Europe, ça c'est clair, entre les pays. Et, par exemple, la question d'Israël-Palestine, entre la France et l'Espagne, c'est tout à fait différent. Je pense la sensibilité au niveau des gens de la rue. D'accord. En Espagne, normalement, on appuie, je ne veux pas dire un État palestinien, mais que la cause palestinienne. Il doit avoir Vous des croyez droits. qu'en France, les gens de la rue n'appuient pas? Quoi?
Vous croyez qu'en France, les gens de la rue n'appuient pas la cause palestinienne? Non, non, les Espagnols, ils appuient la cause palestinienne, Oui. en général. Les gens de la rue, normal. D'accord. Alors, depuis que ça a commencé depuis l'octobre, bon, ça a commencé avant, bien sûr, mais je voudrais savoir qu'est-ce que ça va donner du point de vue des pays du Sud. Parce que moi, je me demande, je suis un citoyen irakien, afghan, syrien, malien. On regarde qu'est-ce qui se passe maintenant à Gaza et il y a vraiment des lois différentes pour les conflits en Ukraine et pour les conflits en Israël. Du point de vue des civils, tu vois, les numéros de morts, moi je travaille dans l'humanitaire, on n'est pas sûr, les humanitaires. Tu vois, il y a une bombe qui va te tomber sur la tête, Oui. même quand tu vas apporter de la nourriture, la santé, n'importe quoi. Il n'y a pas de règles. Et les règles sont différentes. Pour quelques pays, ça dépend qui est. Vous voulez dire par là que les règles sont différentes pour l'Ukraine et pour la bande Oui, de Gaza? c'est clair. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça va donner pour les pays, pour l'Europe? Oui. Parce qu'on ne se met pas d'accord. Qui a du parlé tout. de double standard? C'est toi? Et du point de vue des pays du Sud, je pense que notre relation va être vraiment affectée. On a perdu la crédibilité du tout. D'accord. Jean-Paul, et Oui. Monsieur Danou prendra la réponse. Oui, bien sûr, on prendra la réponse. D'accord. Tu répondras dans la deuxième table ronde. D'accord? Ça marche. Bien. Première question. C'était le déclin de... Voilà. Benoît Dabovine. C'est une question très intéressante parce qu'elle pose en réalité la question de est-ce qu'il y a un déterminisme historique. C'est une vision assez marxiste, mais qui est très répandue, notamment en France, à savoir que il y a des évolutions qui sont déterminées par les rapports de force à moyen et à long terme, etc. Moi, je crois que on peut répondre qu'en réalité, la société internationale est beaucoup plus fluide. Elle dépend essentiellement de la décision d'un certain nombre d'acteurs politiques. Il est clair que si Trump est réélu, ce que je ne crois pas, la société internationale, l'Occident, tout va être changé. En réalité, et je crois que c'est Aron qui le disait très bien, et Aron n'est pas un excité. Hein. Et Aron, il disait, la société internationale, c'est une société de gangsters. Si vous êtes ennemi de quelqu'un, eh bien naturellement, vous serez ami de son ennemi. Et donc, c'est quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus instable, etc. Et ceci m'amène à préempter un petit peu ce qu'a dit mon voisin sur les relations entre Moscou et l'Occident, parce que c'est aussi un élément de l'évolution fondamentale de l'Occident, puisque l'Occident s'est largement défini par rapport à Moscou. Et je crois qu'il y a eu des opportunités manquées. Il ne faut pas oublier deux choses. La première, c'est qu'entre 44 et 54, en réalité, il y a encore l'idée qu'on va travailler en Europe, on va restructurer l'ordre européen avec la Russie. Et il faut dire tout le monde a oublié que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Russie est un allié des États-Unis. Roosevelt y tient énormément contre l'hitlérisme. Et au lendemain de la chute d'Hitler, qu'est-ce qui se passe? On a un ordre quadripartite, on a des accords quadripartites. L'Allemagne est divisée en zones d'occupation entre les quatre pays. Et le symbole en est Berlin, qui reste avec un statut quadripartite jusqu'à la réunification allemande, c'est-à-dire assez récemment. Et donc cette idée d'une coopération entre les Européens, les Américains et Moscou, elle a été dans les faits pendant une très brève période, mais elle a existé. Puis deuxièmement, et comme ça a été rappelé par mon voisin,
pendant les années 90, avec Gorbatchev, et l'affaiblissement de l'URSS et puis sa disparition, il y a des tentatives diplomatiques, notamment soutenues par la France, pour qu'il y ait une nouvelle organisation de l'Europe qui associe la Russie. Et même Gorbatchev a parlé de la possible adhésion de la Russie à l'OTAN. Et donc, il y a la Charte de Paris qui fait de la Russie un partenaire de l'Europe et de l'OTAN. Il y a un conseil OTAN-Russie auquel j'ai participé, qui a existé pendant un certain nombre d'années. Bon, ça ne donnait, les Américains étaient un peu en retrait sur le contenu, mais il y avait une mission de la Russie à l'OTAN, avec des militaires russes dans les couloirs de l'OTAN. Donc, tout ceci a disparu avec le tournant qui est de Poutine et le discours de Munich. Mais l'invasion de la Crimée d'abord, et puis ensuite du Donbass. Mais il y a eu cette période d'opportunité qui a été manquée. Alors les responsabilités historiques, on a écrit beaucoup de choses. Je crois qu'il est clair que l'Occident était favorable à pouvoir aider la Russie qui était dans une profonde dépression économique et de difficultés, mais que finalement l'identité, le nationalisme russe ancien avec Poutine a survécu. Il ne faut pas oublier que tout le 19e siècle a été occupé par un débat intellectuel à Moscou entre savoir si l'identité russe c'était l'Occident ou bien si c'était l'Asie. Et donc nous sommes actuellement, qu'est-ce qu'a fait Poutine? Il a choisi l'Asie avec l'accord fondamental avec la Chine, et ce n'est pas passé facilement dans l'opinion russe, et y compris parmi les élites. Il y a beaucoup d'élites russes qui ne sont pas favorables à ce qu'ils considèrent comme, en quelque sorte, une alliance dans laquelle la Russie est le partenaire minoritaire. Et il ne faut pas oublier quand même De Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Je pense que c'était aussi un point à soulever. Vous voulez, comme naturellement la question de ce débat du clivage vient sur la Russie, est-ce que vous voulez dire un mot là-dessus, Dominique? Alors la question était, est-ce que nous avons raté un coche? Et je crois qu'on peut dire effectivement oui, parce que au lendemain de l'implosion de l'URSS, de l'Union soviétique, il faut se rappeler que l'Occident a basculé, États-Unis en tête, dans un triomphalisme assez irresponsable, que traduit bien l'expression qui avait été utilisée par le président Clinton et qui avait blessé à mort les Russes. La Russie n'est plus qu'un pays d'importance régionale. Benoît d'Abbeville a à l'instant évoqué les intentions qui avaient été effectivement formulées par Gorbatchev d'une adhésion de la Russie à l'OTAN, le Conseil OTAN-Russie. Ensuite, il y a eu aussi un moment très important, c'est le projet Medvedev de sécurité européenne, qui était en réalité un projet très consistant et qui a été considéré par les Occidentaux, les Américains, mais malheureusement aussi les Européens, comme un exercice de propagande, comme les Soviétiques en mettaient sur la table de manière régulière. Ça aussi, ça a été un moment... ça crée un ressentiment très important du côté russe. Et puis, nous n'avons pas su nourrir, et en particulier les Français, nous qui avions un dialogue très structuré avec l'Union soviétique, extrêmement dense, nous n'avons
pas su nourrir un dialogue au moins équivalent avec la Russie post-communiste. Et c'est un paradoxe quand même tout à fait extraordinaire. Quand j'étais à l'ambassade, à notre ambassade à Moscou, dans les années Brejnev, mais on avait des réunions en permanence. La grande commission franco-soviétique se réunissait, la petite commission franco-soviétique. Nous avions des consultations politiques avec les soviétiques sur toutes les parties du monde. Je m'occupais des consultations sur l'Afrique, et je peux vous dire que c'était extrêmement dense et extrêmement intéressant. Nous avions vraiment des relations politiques tout à fait importantes, et nous n'avons pas été capables d'établir des relations équivalentes avec la Russie post-communiste, ce qui est quand même un paradoxe. Et je dois dire qu'aujourd'hui, ce que nous avons quand même devant nous, c'est une alliance entre la Russie et la Chine qui prend de la consistance. Et je vous rappelle que c'était exactement le cauchemar d'Henry Kissinger que nous voyons réaliser sous nos yeux. Bien, merci pour ces précisions, Dominique. La rhétorique sur la rhétorique défaitiste qui nourrirait l'Occident, François-Xavier. Je vais la répéter. Un étudiant a dit, est-ce que la rhétorique défaitiste qui nourrit nos discussions depuis finalement de nombreuses années, mais pas seulement maintenant, aussi dans le passé, est-ce que c'est l'Occident ne se nourrit pas, comment dirais-je, comme l'hydre de l'air, ne ressurgit pas à cause de la rhétorique défaitiste? Allez. Il faut bien dire d'abord que cette rhétorique, elle s'appuie sur des éléments objectifs. Le général Blachon en a cité un certain nombre, la démographie, il y a aussi la part des pays occidentaux dans l'économie mondiale, il y a l'extension géographique de leur domination sur le monde, il y a le déménagement des industries critiques, etc. Donc il y a des éléments quand même objectifs. On ne peut pas le nier. Alors, quel est l'effet de tout ça sur l'Occident? Je crois qu'il y a d'abord un risque de chacun pour soi, qui se voit notamment dans la fin des exercices commerciaux multilatéraux. C'est terminé, maintenant on fait du bilatéral ou du multibilatéral. Mais il y a aussi probablement un élément positif qui est une prise de conscience. Je prends l'exemple de l'agriculture ou de l'industrie. Ça fait beaucoup d'années, lorsque j'étais jeune diplomate, on devait déjà le répéter, que la France dit « Attention, l'agriculture, ça sert d'abord à nourrir les gens. Il ne faut pas la tuer. Il faut pas la tuer. » Bon, il a fallu la crise ukrainienne et les difficultés d'approvisionnement et la hausse des prix du blé, etc., pour qu'on se rende compte qu'effectivement, l'agriculture, c'est important pour un pays. L'industrie, il a fallu qu'on arrive à un certain degré de dépendance à l'égard de la Chine ou d'autres pays en matière de médicaments et de composants pour se poser la question. Je vous renvoie à la déclaration du sommet de Versailles, qui a eu, donc du Conseil européen qui a eu lieu à Versailles, je crois que c'était en mars 22, qui est une déclaration purement politique, hein, n'a pas d'effet juridique, mais qui prend complètement à contre-pied beaucoup de choses que l'Union européenne faisait depuis des décennies. Donc ça peut avoir un effet positif. Espérons qu'il soit transformé. Et sur les relations internationales, Marc, s'il te plaît. Oui, je voudrais d'abord réagir rapidement apporter un témoignage sur le problème des rapports entre la Russie et le reste du monde après la chute du mur, beaucoup plus dans la ligne de ce qu'a dit Benoît Laboville que dans celle de Dominique Souchet.
Premièrement, il est tout à fait exagéré de dire que l'Occident a été triomphaliste et injuste à l'égard de la Russie dans la période qui suit les années 90. La période 90-92 a été au contraire une période d'intense réflexion sur ce que serait l'architecture future de sécurité en Europe, dans laquelle il y a eu énormément de discussions. Et il y a une voie qui a été explorée et mise en œuvre, qui n'a pas été jusqu'à présent citée, sur laquelle Hervé Latsous et moi avons beaucoup travaillé, qui est celle du suivi de la conférence de sécurité et de coopération en Europe, du processus d'Helsinki. Il y a eu à Paris en 1990 un sommet auquel participaient tous les chefs d'État des 35 États du processus d'Helsinki, qui avait été précédé par un traité sur le contrôle des armements conventionnels en Europe, qui avait été signé dans les jours précédents. Il y a eu d'autres sommets de ce processus dans lequel participait très activement la Russie, en 92 à Helsinki, en 94 à Budapest, en 99 à Istanbul. Et chaque fois, l'idée était bien d'intégrer pleinement tous les pays de l'Est et de l'Ouest dans une seule démarche de sécurité et de confiance commune, à travers différentes dimensions, la dimension politico-militaire, la dimension économique, la dimension des droits de l'homme. Et ça a été un grand projet. Ce projet subsiste. Les institutions de l'OSCE continuent à fonctionner, même si elles reflètent actuellement les grandes tensions qui existent. Les administrations américaines successives, pendant les années 90, contrairement à ce qu'on dit, n'ont en rien poussé à l'adhésion des pays de l'Est à l'OTAN. Pendant 3 ans, l'administration Clinton s'est refusée à avancer dans cette voie. Il a fallu un lobbying intensif de toute une série d'acteurs américains pour que petit à petit, Clinton et le département d'État, qui ne voulaient sous aucun prétexte faire quelque chose qui puisse fâcher Yeltsin, qui puisse mettre dans l'embarras les Russes, acceptent la demande pressante qui venait essentiellement à l'époque des Polonais, Benoît pourrait en parler, d'envisager le premier élargissement de l'OTAN qui a impliqué la Pologne, la République tchèque et la Hongrie, qui s'est accompagné ensuite de l'élargissement à l'Union européenne. C'est la volonté très forte de ces pays de rentrer dans l'OTAN parce qu'ils continuaient à se sentir mal à l'aise en face de la puissance russe. Quant à la coopération entre la France et la Russie, je peux vous dire que dans mes différents passages au ministère de la Défense, au moins à 2 reprises, j'ai siégé à de très nombreuses reprises dans des commissions bilatérales franco-russes, dans des dialogues 2+2, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères avec la Russie, aux côtés de Jean-Pierre Chevènement, d'Alain Richard, de Michel Alliot-Marie, et cela se tenait aussi bien à la mairie de Saint-Jean-de-Luz que dans la villa de contacts internationaux que le MID a à Moscou. Donc nous n'avons jamais cessé de parler avec les Russes. En revanche, c'est vrai, il y a eu des actes malheureux, des maladresses. Il y a eu les opérations, la guerre du Kosovo, dont pourrait parler François Xavier, sans autorisation du Conseil de sécurité, et ensuite la guerre du Libye en 2005. Et j'étais présent à Munich quand le président Poutine, à la conférence de la Wehrkunde, s'est tout d'un coup séparé du discours qui lui avait été préparé par ses collaborateurs et ses services et a commencé à manifester un immense ressentiment contre la façon dont il percevait l'attitude des Occidentaux à son égard. Mais jusqu'autour des années 2000, la question était ouvertement posée à l'OTAN. Quand est-ce qu'on va pouvoir envisager de faire adhérer la Russie à l'OTAN ? Donc, en quelque sorte, d'intégrer le cadre de l'OSCE dans celui de l'OTAN. Donc, je dois dire qu'il faut quand même rendre hommage à l'efficacité du narratif russe qui a réussi à se positionner en victime pendant toute cette période pour justifier d'autres actions. Et ce narratif a été malheureusement largement repris dans de vastes secteurs. Il ne correspond pas à la réalité historique. Je regrette de le dire. Bon, voilà, on a lancé le débat. Non, mais là, il faut que j'arrête. Je sais que tu auras... Pour une minute, Jean-Paul. Voilà, je regrette
Je regrette simplement une chose, c'est que vous n'ayez pas mentionné le sommet de l'OTAN à Bucarest, où les États-Unis proposent l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Et il a fallu une réaction des deux diplomaties françaises et allemandes pour éviter une décision concernant cette intégration, et une réaction qui a été de ne pas retenir cette candidature pour le moment, mais de ne pas l'exclure. Et je crois que ce point est évidemment extrêmement important. Il n'y a pas seulement un narratif russe, il y a aussi des réalités. Attends, d'abord, Vladimir Poutine était présent au sommet de Bucarest. Oui. Non, je pense que d'abord, je crois que Marc a eu raison de rappeler la CSCE, la CSCE a été un projet qui a été largement soutenu et animé par la France. De ce point de vue-là, je crois que nous avons historiquement été absolument prévoyants, etc. Simplement, les Américains, mais aussi la Russie avec l'URSS, avec le Kosovo. Deuxièmement, est-ce que l'élargissement est la raison principale ou non du revirement russe et l'attitude de Poutine? Moi, je crois que c'est quelque chose qui a fait l'objet de nombreux témoignages historiques. Aujourd'hui, on a toute une littérature sur le sujet qui est passionnante. Ce qu'il faut dire, c'est il y a eu Clinton a changé d'attitude à la fois pour des raisons intérieures, c'était la pression des lobbies ethniques d'Europe centrale aux États-Unis, et deuxièmement, la conscience par les Polonais, par les Hongrois et par les Tchèques que l'éclaircie Gorbatchev pouvait ne pas durer. Et moi, je me souviens de leur attitude en disant, écoutez, vous êtes absolument dans une relation croissante, favorable à la Russie, mais sachez que ça va changer. Et donc, ils étaient terrifiés par l'idée d'un... Vous vous souvenez d'un coup d'État, d'un changement d'État. Et j'ajoute que c'est une question très importante aujourd'hui parce que c'est exactement le problème d'une négociation mettant fin à la guerre en Ukraine. Vous avez une partie de l'Europe, et notamment l'Europe centrale, qui dit attention, ça sera une trêve, et dans 5 ans, la Russie reprendra sa tradition interventionniste.